Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire qui, ce soir, est consacré aux accidents routiers. Que faire en tant que primo-intervenant? Je m'appelle Priscilla Huette, je suis infirmière de profession et cadre pédagogique au CHEM. Ce webinaire vous est proposé donc par le CHEM. Pour les participants qui nous découvrent ce soir, le CHEM, c'est l'acronyme du Collège des hautes études en médecine. Nous sommes une association qui a été fondée par des médecins généralistes en 1988 qui souhaitaient proposer de la formation continue. Depuis, le CHEM s'est déployé en intégrant des experts métiers comme des pharmaciens, des podologues, des kinés et également des infirmiers pour proposer des thématiques cœur de métier au plus proche de nos besoins en cabinet. Le CHEM propose des formations en présentiel sur toute la France, également en e-learning, ainsi que des classes virtuelles. Nous avons également ouvert notre école d'assistante médicale, formation que nous délivrons en Bretagne, en Normandie et également en Hauts-de-France. Nous avons ce soir la chance d'avoir comme expert Michael Pichot. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Michael? Oui, bonjour à tous. Alors, donc moi, c'est Michael Pichot. Je suis infirmier de formation, ancien infirmier militaire et aussi formateur. Donc, j'exerce actuellement en tant qu'infirmier en préhospitalier, des fois avec les pompiers, plus souvent à l'étranger, sur différents théâtres tels que l'Afrique, très souvent en aérosanitaire. Et j'ai exercé pendant une petite dizaine d'années en tant qu'infirmier dans l'unité spéciale et plus précisément pendant 17 ans vraiment dans ce genre d'unité. Le principe des unités, de ce déploiement, c'était de travailler dans un secteur en zone de conflit, donc avec très très peu de moyens. J'ai travaillé seul, j'ai travaillé aussi en binôme avec un médecin. Et la particularité de ce genre d'activité, c'est de se retrouver avec une élongation importante. C'est-à-dire que les moyens sanitaires, en tout cas aéroportés, sont très très loin. L'accès aux centres hospitaliers sont assez lointains, entre 2 et 3 heures minimum. Ce qui nous demandait justement de tenir un maximum de temps avec nos victimes et d'avoir du matériel un peu particulier. Donc j'y ai exercé dans un rôle 1, je suis passé en rôle 2, mais plus le temps de passer mes victimes. Rôle 2, où là on a en composante un bloc opératoire. Sur ma partie formation à l'heure actuelle, donc je suis instructeur en secours en milieu isolé. Le milieu isolé peut toucher autant les professionnels que les non-professionnels de santé. Le milieu isolé en France, ça correspond à vous êtes à plus d'une heure d'un service de secours, vous êtes considéré comme étant dans un milieu isolé. Donc, sur les professions libérales, c'est assez fréquent. Dans ce que actuellement nous appelons les déserts médicaux, c'est encore plus fréquent. Voire même, on peut se retrouver en cœur de Marseille, parce que j'y ai été affecté pendant quelques temps, où on n'a pas les professionnels de santé, enfin les professionnels de secours, pardon, qui sont là avant 3/4 d'heure. Je suis aussi formateur en traumato préhospitalière, donc c'est la formation anglo-saxonne que je dispense chez Remote Medicine France, une autre structure. Et je suis aussi formateur en prise en charge des pathologies cardiaques et de l'AVC, formation aussi en anglo-saxonne sur les recommandations internationales, et donc forcément qui viennent rentrer sur la partie française. Alors, on peut former autant du professionnel de santé, donc vraiment avec une prise en charge matérielle, drogue et surtout monitoring, comme les non-professionnels de santé, ce qu'on va appeler le Basic Life Support, qui correspondrait chez nous actuellement à du PSC1 un peu plus, et voire même du PSE1 et PSE2. Très bien, merci Michael pour cette Donc du coup, présentation. Pardon? Merci Michael pour cette présentation. Avant de te laisser faire ton déroulé, je voulais juste expliquer à tous nos participants que pour que cette soirée soit le plus interactive possible, vous avez la possibilité d'utiliser l'onglet questions. Donc vous pouvez poser vos questions via cet onglet. Il vous suffit de cliquer dessus et de rédiger votre question. Selon le flux de questions, soit on les posera au fur et à mesure de l'intervention de Michael, soit à la fin de la séquence si ça concerne une partie qui sera abordée un peu plus tard. Voilà. Donc maintenant, je laisse Michael intervenir. Merci bien. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Merci à ceux qui me connaissent, s'il y en a qui me connaissent, et merci aux nouveaux participants. Pour moi, c'est une première, donc d'emblée, je vais vous demander
d'être assez indulgent. D'habitude, j'ai un grand public en face de moi, mais c'est un peu autre chose. Ah, et oui, effectivement, il manquait un petit morceau. Je suis aussi dirigeant d'un organisme de formation qui s'appelle Asclepo Sécurité, où donc, nous allons traiter du secours à victimes, de la sécurité individuelle dans les déplacements, notamment les déplacements à l'étranger, et la conduite tout terrain. Mais bon, ce qui va nous concerner aujourd'hui, c'est vraiment donc les secours routiers pour les professionnels de santé. Quand vous arrivez en tant que primo-intervenant, ce qui est toujours intéressant de savoir, c'est dans quel cadre légal je vais intervenir. Parce que bah, malheureusement, on est dans une société où c'est quelque chose de très très important. Comment s'organise le premier secours en France à l'heure actuelle? Le premier secours en France, c'est des secours professionnels à base de pompiers qui eux-mêmes sont formés avec les premiers secours en équipe, le PSC1 et le PSE2, ainsi qu'une formation qu'ils ont en interne, ce qu'ils appellent le chef d'agré, qui leur permettent tout simplement bah, d'armer un véhicule de secours à victime, le VSAV, et ensuite de pouvoir intervenir en fonction de l'appel qui a été déclenché par leur régulation. Dans un deuxième temps, on va avoir les professionnels du secours qui sont aussi des professionnels de santé, les infirmiers et les médecins, mais qui sont là pour armer justement ces véhicules de secours au profit des pompiers, au profit des SAMU et au profit parfois d'ambulances privées. Mais là, ils interviennent donc vraiment en tant que professionnels du secours. C'est vraiment ce qui est inscrit dans leurs emplois. Et en premier secours, on va avoir aussi, donc en entreprise, le secours au travail. Donc avec vraiment cette partie, dans chaque société, vous avez un secouriste au travail qui a été formé sur une quinzaine de jours. Enfin non, sur 8 heures, sur 2 jours, pardon, avec parmi eux des fois des moniteurs qui peuvent ensuite continuer à former d'autres personnes chez eux, et du PSC1, donc du premier secours civique. Ça, c'est vraiment, on est vraiment sur la partie professionnelle du secours. Maintenant, le secours en France, et depuis peu, c'est aussi des non-professionnels du secours qui sont en mesure de pouvoir intervenir en tant que primo-intervenant. En 2020, on a eu le loisir de voir apparaître le décret du citoyen sauveteur, l'arrêté du citoyen sauveteur. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un décret qui, in fine, je ne vais pas vous faire la lecture du décret, bien évidemment, mais en gros, va déresponsabiliser toute personne qui voudrait intervenir en tant que professionnel, en tant que primo-intervenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, j'ai des connaissances dans le milieu du premier secours. Je souhaite intervenir, j'ai un petit peu de matériel dans mon véhicule, pas forcément beaucoup, mais je suis pas professionnel du secours, ou en tout cas, je suis pas missionné. Et ben, je peux quand même réaliser certains gestes au profit de cette victime, de ces victimes. Par ailleurs, tant que je suis pas professionnel de santé, je ne peux pas, s'il y a des dommages ultérieurs posés suite à mes gestes, je ne serai pas porté responsable. Petit bémol qu'on va voir juste un petit peu après par rapport à cette responsabilité. Ensuite, vient d'apparaître en 2021, donc il y a un an, le décret des gestes qui sauvent, qui vient vraiment compléter un petit peu ce citoyen sauveteur. Au début, vous pouvez intervenir, ensuite on va essayer de cadrer un petit peu avec les gestes qui sauvent, où là on est sur une présentation qui vient en amont du PSC1 ou du SST. Donc ça reste une attestation qui se déroule sur 2 heures, sur lesquelles on passe assez rapidement sur pas mal de choses, donc, et pour finir par arriver sur l'arrêt cardiaque, parce que l'arrêt cardiaque il reste la pathologie la plus compliquée, la plus facile à gérer en même temps. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est moi en tant que professionnel de santé, quand j'interviens en tant que primo-intervenant, je me retrouve sous quel cadre? Eh ben, je suis professionnel de santé, donc du coup, je me retrouve sur mon cadre professionnel, mais je suis plutôt classé dans la catégorie des non-professionnels de santé, des non-professionnels de secours, pardon. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de véhicule d'évacuation, parce que je n'ai pas de matériel, on va dire, accrédité pour réaliser ce genre de choses, mais par contre, j'ai des connaissances. Donc intellectuellement, je suis professionnel de santé, techniquement, je suis non professionnel de secours. Ce qui veut dire que, en fonction des gestes que vous allez poser, ben, vous allez vous retrouver quand même, malgré tout, en pression, si un jour pression il doit y avoir, par rapport à vos diplômes professionnels. Donc c'est vraiment juste pour situer le cadre juridique dans lequel vous allez intervenir.
Cela étant, ça ne doit pas vous faire peur puisque vous êtes tous des bons professionnels de santé, donc on n'a pas de souci avec ça. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de venir sur le concept des 3 zones. Porter assistance à une victime, c'est très bien. Néanmoins, ce qui est assez important, c'est d'identifier plusieurs zones de travail. L'idée de ces 3 zones de travail, c'est de trouver un équilibre entre la sécurité et les premiers secours. Donc la sécurité, autant la sécurité pour les victimes que ma propre sécurité, parce que si j'interviens et que je me blesse en y allant, ou alors que je suis moi-même victime au moment où j'interviens, vous comprenez bien que si je suis le seul sauveteur, derrière, on va pas pouvoir porter assistance aux autres victimes. Donc ça va être une première chose. Et ensuite, le premier secours, c'est bien, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire en tant que primo-intervenant? J'ai pas beaucoup de matériel, j'ai pas forcément de véhicule d'évacuation. J'ai mon téléphone, qui est une ressource assez importante. L'idée du premier secours à ce moment-là va être assez simple, in fine, c'est de travailler sur 3 types de décès. Là, on parle d'intervenir sur les décès évitables. Vous allez entendre pendant quelques secondes une terminologie un petit peu militaire, mais les militaires qui sont aussi à l'origine de beaucoup de choses qui sont mises en place dans le civil, dû à leur projection assez importante et surtout à leur grande expérience dans ce domaine-là. Les 3 types de décès évitables, donc ça correspond à peu près à 15% des morts au combat, voire même plutôt en préhospitalier aussi. Ces décès évitables sont à titre d'hémorragie massive sur les membres. Donc là, on va effectivement parler du garrot. Donc on va un petit peu démystifier cet engin qui malheureusement, cet outil qui malheureusement a une mauvaise presse. Les hémorragies massives, c'est 61% de décès au combat. Enfin, 61% de présence au combat pour une quinzaine de pourcentage de morts. Nous allons pouvoir aussi intervenir avec peu de matériel en tant que primo-intervenant sur le développement du pneumothorax sous tension, ne serait-ce qu'en l'identifiant et avec des gestes relativement simples dont on va parler très succinctement. Et ensuite, la libération des voies aériennes supérieures. Alors pour les gens qui ont, comme vous, qui ont des notions déjà en premier secours ou qui justement se font rafraîchir un petit peu la mémoire sur le premier secours, l'obstruction des voies aériennes et la libération des voies aériennes, c'est quelque chose qui va vous parler, vous allez voir, hein, on revient avec des gestes relativement simples, mais d'une efficacité redoutable, puisque l'air doit passer, hein. Si l'air ne passe pas, les poumons ne sont pas alimentés, si les poumons ne sont pas alimentés, il n'y a pas d'échange gazeux, il n'y a pas de cerveau qui est alimenté, et pour le coup, il y a tout un tas de choses qui vont se réduire. Et les hémorragies massives, donc vous allez voir que il y a quelques gestes à réaliser. Maintenant, il va falloir passer un petit peu à une étape un peu différente. Donc le grand challenge, ça va être de se retrouver avec cette petite balance où il va falloir intervenir. J'interviens en sécurité, donc sans me mettre en danger. Et qu'est-ce que je peux se faire d'un point de vue médical pour un petit peu imager et être un peu grossier, effectivement, dans certaines zones de travail, il est assez hors de question de vouloir aller poser une intubation. Alors que on n'aura peut-être pas forcément le temps de le faire, le matériel nécessaire, et surtout, ce qui va être important, c'est que si j'ai un gros danger autour de moi, ça reste ridicule, ça va me mettre en danger moi, ça va mettre en danger là où les victimes. Donc l'image est assez grossière, mais c'était vraiment pour qu'on puisse tous comprendre. Dans dans ces 3 zones, on va retrouver donc 3 zones, la zone rouge, la zone orange et la zone verte. L'idée, ça va être d'utiliser un protocole de prise en charge. À partir du moment où j'ai un protocole, je sais que dans mon esprit, je vais avoir cette espèce de rescue en me disant à quelle étape en suis-je de mon protocole et qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Et ça va me permettre, si pour X raison je suis submergé par le stress ou submergé par les victimes, de revenir sur mon protocole et de pouvoir continuer à le dérouler. Donc, la méthodologie reste vraiment quelque chose de très très intéressante. Je vais vous parler du protocole Marche, qui a été francisé et qui est issu de la version anglo-saxonne, la méthode ABCDE, que peut-être certains d'entre vous ont bien entendu parler, et qui au jour d'aujourd'hui commence à intégrer certains CESU et certains SDIS, notamment dans le Grand Est, ils sont assez actifs là-dedans.
Il y a certains CESU qui, notamment dans le sud, qui commencent à le développer. J'imagine qu'en Bretagne, c'est en train d'arriver aussi. Donc en gros, voilà, on va se retrouver avec ce petit résumé, somme toute assez simple, mais qui a vocation vraiment à vous faire comprendre les trois zones et qu'est-ce que nous allons pouvoir réaliser ou pas. Donc là, nous voyons sur la partie gauche de cette image donc les trois zones, la zone rouge, la zone orange et la zone verte. Dans la zone rouge, c'est une zone dans laquelle nous allons prioriser des gestes de sécurité. Donc de la sécurité par rapport à nous, vraiment pour nous protéger nous lors d'une intervention. On va le dérouler un petit peu plus tard. Et protéger aussi la victime. On va le voir juste un petit peu plus juste après. Cette zone rouge n'est pas une zone qui va être figée, puisqu'à partir du moment où le danger n'est plus présent, nous ne sommes plus en zone rouge, nous allons basculer en zone orange. D'accord. Donc une zone rouge, c'est une zone où le danger est présent et vraiment autour de nous. Dans cette zone, la particularité, c'est que d'un point de vue premier secours, je ne vais pas forcément pouvoir réaliser beaucoup de gestes, en tout cas pas les gestes tels que nous les entendons d'habitude à utiliser du matériel de premier secours. Là, vous voyez, donc la première des choses à faire, ça va être d'envisager une sécurité pour moi ainsi que pour les autres. On va le détailler un petit peu plus tard. Évaluer un petit peu donc, le nombre de blessés, la menace, le type de menace. Est-ce qu'il y a des armes? Est-ce qu'il y a des véhicules en feu? Est-ce qu'on se retrouve avec une haute fréquentation de la route? Est-ce qu'il y a un véhicule qui perd ses moyens en arrivant? Ce genre de choses. Le seul geste donc, de premier secours qu'on va pouvoir faire, ça va être le garrot, j'y reviens juste après, et ensuite l'extraction qui va concerner donc une extraction peut-être de victimes derrière son volant qui est dans une voiture en feu, d'un enfant qui est vraiment en mauvaise posture, d'un motard qui est sur la route, allongé alors que c'est une route hyper passante. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que je l'extrais? Est-ce que je le laisse sur place? Des fois, on va devoir se poser cette question. La zone orange, on va basculer sur le protocole marche, donc vraiment en lui-même, où à l'intérieur, on va utiliser cet acronyme et avoir plusieurs gestes qui vont se mettre en place pour pouvoir, dans un premier temps, gérer les hémorragies massives, les voies aériennes supérieures, les voies aériennes, la respiration, la circulation, ou l'état de choc, j'y reviens juste après, l'hypothermie et ensuite l'évacuation, ou en tout cas le conditionnement de la victime pour l'évacuer, pour l'aider à l'évacuation vers les premiers secours professionnels, et tout le reste, donc on y revient juste un peu après. Et la zone verte qui va vraiment être la partie où je vais réévaluer ma victime, ce qui va me permettre tout simplement de me dire, ok, si j'ai réussi à prendre en charge ma victime ou mes victimes en 5-10 minutes, peut-être que mes secours vont arriver dans une quarantaine de minutes. Entre-temps, qu'est-ce que je fais? Il y a toujours un petit peu de boulot. Je réévalue ma victime, je continue à rassurer, à en prendre soin. Je vais réévaluer un petit peu le tout, et surtout je vais conditionner ma victime pour la remettre au secours professionnel. Donc on va rentrer dans le détail juste après, si ça vous dit. La zone rouge, j'espère que je parle pas trop vite, c'est une particularité de Michael, il parle un petit peu vite. N'hésitez pas à le signaler, Priscilla me fera un petit coucou si je vais trop vite. Donc on va insister, donc on va passer en première étape sur la zone rouge. La zone rouge, vous avez vu, on a parlé de cet algorithme, le SAGE, qui va être la sécurisation des lieux, dans un premier temps. Alors sécurité, ça correspondra à quoi? Ça va correspondre tout simplement à ma sécurité à moi, pouvoir intervenir en sécurité, autant avec ce que vous connaissez déjà, l'utilisation de gants, l'utilisation de lunettes si éventuellement on en a besoin par rapport à différentes projections de liquide, ou autre matériel. Le masque aussi qui peut être intéressant dans certaines configurations. Mais là, je vais revenir un petit peu en arrière et plutôt parler de sécurité environnementale. Sécurité dans un premier temps, encore une fois, pour moi, est-ce que je peux intervenir en toute sécurité? À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais connecter 3 de mes 5 sens. Le premier, ça va être la vue, parce que sur un accident routier, ce qui va être important, c'est de voir si j'ai plusieurs
véhicules qui sont mis en cause. Si je n'ai qu'un véhicule, quel type d'accident a eu lieu? Est-ce que c'est un choc frontal, un choc latéral? Est-ce qu'il y a combien de victimes il y a sur place? Est-ce que le pare-brise est brisé? Est-ce qu'il y a une grosse déformation du véhicule? Toutes ces petites choses que vous allez pouvoir voir assez rapidement au moment de la prise en compte de votre environnement sont des indicateurs sont des indicateurs de pathologie sous-jacente. Si je vous dis un choc frontal, vous allez me dire, ok, donc je vais avoir potentiellement un pare-brise qui est brisé, les airbags qui sont déclenchés, en fonction de la vitesse et de la vélocité, un enfoncement important du moteur, ou pas. Qui dit moteur dit que forcément tout a basculé vers le passager, vers le conducteur. Et donc, je vais me retrouver autant avec des traumatismes pénétrants que des traumatismes contendants. Potentiellement, je peux avoir une colonne de direction sur les genoux, sur le fémur. Je peux avoir un volant au niveau du thorax. Je peux avoir des bris de verre qui sont sur le visage. Visage qui dit visage dit cou, dit tuméfaction. Dit qu'on va avoir des problèmes hémorragiques. On peut avoir des problèmes respiratoires, notamment aussi dû à l'explosion de notre airbag et compagnie. Donc, ce genre de petites choses, juste en vous mettant à travers votre pare-brise à vous, en regardant, en observant, vous allez pouvoir avoir accès à ce genre de choses. On va utiliser dans un même temps l'odorat. On va baisser un petit peu la vitre et on va essayer de sentir un petit peu ce qu'il y a comme odeur. Les odeurs de gaz, si en fonction du type de véhicule qui a été accidenté, il y aura peut-être du gaz. De l'essence, on va le sentir. S'il y a une fuite d'essence, vous allez réussir à voir aussi si c'est des véhicules un petit peu à consonance chimique, et notamment aussi comment on appelle ça, dans les campagnes, certains tracteurs qui vont utiliser du matériel, qui vont utiliser des produits un peu particuliers. Alors, je suis pas grand spécialiste, donc il y en a peut-être parmi vous qui sont en train d'avoir les oreilles qui saignent. C'est pas le cas. Donc voilà, des produits chimiques qui seraient présents, qui seraient répandus sur la route et qui, à l'odeur, vont vous alerter. Donc ça reste relativement important. Et le troisième sens, ça va être l'ouïe, qui va vous permettre d'entendre pas mal de choses. Est-ce que j'ai encore beaucoup de bruit, ce qui voudrait dire que potentiellement il y a encore un gros flux de véhicules autour de moi? Est-ce que j'entends des appels au secours? Je suis en face de l'incident, je vois qu'une seule voiture, je vois pas de mobilette, je vois pas de scooter, je vois pas de vélo. Pour autant, j'entends hurler, et quand j'entends hurler, ça vient de derrière moi. Donc je me dis, potentiellement, il y a une victime qui est sur le côté. Est-ce qu'elle a été projetée? Est-ce qu'elle a été mise en cause au moment de l'impact? Donc voilà, c'est des choses qui vont être relativement importantes pour vous et qui ne demandent pas forcément d'utilisation de matériel technique. On a dit la vue, l'odorat et l'ouïe. Deuxième chose, se situer dans l'espace face au danger. L'idée, ça va être de mettre en place votre véhicule en zone non dangereuse et surtout prête à partir si vous avez si un deuxième danger survient. J'en veux pour exemple les accidents sur l'autoroute ou sur les voies rapides. Je pense que vous en empruntez aussi lors de vos déplacements professionnels. Si vous assistez à un accident de la route, donc ça reste un exemple, hein, un accident de la route sur ces deux voies-là, l'idée va être de dépasser l'incident, d'aller se mettre à l'abri derrière et de revenir plutôt en arrière pour prendre en charge les victimes. Deux choses importantes à ce moment-là. Vous avez votre véhicule qui est en sécurité, comme ça, si vous devez vous déplacer rapidement, parce qu'il y a un véhicule en feu, il va falloir évacuer, c'est toujours possible. Et au moment où vous passez devant le véhicule, en fait, tout simplement devant l'incident, vous allez pouvoir observer ce qui s'y passe, ce qui vous donnera des éléments sur le mécanisme de blessure et sur vos gestes à apporter derrière. Ensuite, on va en venir à l'environnement. L'environnement, l'idée va être de matérialiser ou de schématiser aussi l'incident, autant dans votre esprit qu'avec les cônes de signalisation. Les cônes de signalisation, le port de veste jaune ou orange, normalement c'est des jaunes, que vous avez dans vos véhicules, qui vont vous permettre d'être repérés de loin et de vous matérialiser. Le petit triangle, je rappelle 300 mètres avant l'incident,
est d'une grande nécessité. D'accord. Le véhicule, ce qui est important aussi, c'est de le mettre en warning. Comme ça, les gens qui vont arriver autour de vous vont s'apercevoir qu'il y a un incident. Les warnings, ça se voit très très loin, même avec du brouillard. Si vous êtes en milieu justement où il y a du brouillard, où il fait relativement froid, n'hésitez pas aussi à mettre vos feux anti-brouillard. Ça fait un halo lumineux, un gros halo lumineux, ça prévient les gens de loin. Voilà. Et ça vous permettra, donc, en fonction de l'environnement et de l'observation, on l'a déjà dit, de déterminer le mécanisme de blessure, qui peut être un mécanisme autant généralisé que localisé. J'entends pour généraliser, bah justement, vraiment plus de l'impact du traumatisme contendant, et localisé, bah, juste tout simplement, bah, peut-être un os fracturé ou une hémorragie des membres, ce genre de choses. On n'a pas forcément les deux. En zone rouge, la troisième chose qu'on va pouvoir faire et qu'on va devoir réaliser, c'est mettre en place un garrot. Alors, quand est-ce que je mets en place un garrot? Tout simplement sur les hémorragies des membres, que ce soit des membres supérieurs ou les membres inférieurs. Et notamment, vous l'avez bien compris, il y a eu ça intervient sur les traumas pénétrants. Je reviens un petit peu en arrière sur la partie législative du garrot. À l'heure actuelle, si vous êtes en mesure de mettre un garrot, n'hésitez surtout pas. La problématique majeure du garrot va être laquelle? À partir du moment où vous mettez un garrot, il y a une accumulation de toxines qui se met en place, qui peut, donc dans un premier temps, s'il y a une décharge involontaire du garrot, au bout d'un certain temps, décharger les toxines et donc induire un arrêt cardiaque, ou alors, ce que vous avez plus peut-être à l'esprit, le fait d'être amputé suite à la pose d'un garrot. Alors effectivement, il y a un risque, je peux vous dire le contraire, bien évidemment. Néanmoins, ce risque, de nos jours, est quand même bien traité. À partir de 2 heures, enfin jusqu'à 2 heures plutôt, jusqu'à 2 heures, il n'y a pas vraiment de grosse accumulation de toxines. Et si le garrot doit être enlevé par les professionnels de santé à l'hôpital, ça va pouvoir se gérer assez facilement. Excusez-moi, assez facilement avec les différentes injections de drogue. Excusez-moi 2 secondes, je me réhydrate. Donc je disais, jusqu'à 2 heures, il n'y a pas de trop gros risque d'accumulation. Entre 2 et 4 heures, effectivement, il y a ce risque qui est présent. Et jusqu'à 4 heures, l'accumulation se fait au-delà de 4 heures. On se retrouve avec un risque majeur, autant d'amputation que d'accumulation de toxines trop important. Donc, on parle de 2 à 4 heures. En France, effectivement, normalement, en deçà de 2 heures, votre victime ou vos victimes sont prises en charge. Ce qui peut ne pas être le cas sur un accident routier, c'est parce qu'on se retrouve avec plusieurs victimes. Excusez-moi. Je suis vraiment désolé. Pardon. Je reviens. Donc oui, le garrot. Le garrot, en cas de multivictime, effectivement, ce seront des victimes qui seront évacuées le plus tôt possible. Normalement, en moins de 2 heures, on est quand même dans un trauma center, ce qui nous permettra une bonne prise en charge par les urgences et surtout par les chirurgiens derrière. Maintenant, s'il doit y avoir un risque d'amputation, de l'autre côté, il y a quand même une grosse capacité de réparation et un vrai suivi par rapport aux membres amputés. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser un garrot. Évidemment, il faudrait que vous y soyez formé. Pardon, je vais y arriver. Donc, traumatisme pénétrant dû au véhicule, mais aussi potentiellement suite à des mécanismes multiples tels que le blast. Le blast, c'est le mécanisme d'explosion qui donc se traduit par 5 parties, le blast en 5 parties. Là, ce qui va nous intéresser sur la partie zone rouge, ça va être le blast secondaire et tertiaire,
puisque votre corps, ou en tout cas le corps de la victime plutôt, va être projeté. Donc soit au moment où il est projeté, il est projeté avec des débris, et donc là il y a un risque quand même de pénétration, donc de déchirement et d'hémorragie derrière. Vous allez aussi avoir le blast tertiaire avec le corps qui va se retrouver projeté sur un environnement pas forcément sécurisé et un risque de tomber sur un objet empalé, de venir s'affaisser sur un poteau électrique qui a été brisé, poteau en béton, ce qui est assez rare, poteau en bois, un peu plus fréquent en zone de campagne par exemple. Et ensuite, la quatrième partie sur la zone rouge, ça va être vraiment l'extraction. Donc, quand on parle d'extraction, on ne parle pas d'évacuation, mais vraiment d'extraction. En gros, je suis face à une victime ou à plusieurs victimes et je dois l'extraire d'un danger imminent, un danger immédiat. L'idée, c'est vraiment de me dire, OK, si je fais rien, cette victime, cette personne va mourir. Je reprends le cas du motard qui est allongé sur la route. Le motard est allongé sur la route, il y a une très très grosse fréquentation sur cette nationale. Il est allongé, sa moto est sur le bas-côté, ok. Lui, qu'est-ce que je fais? Je sais que je peux le déplacer, enfin que je dois l'extraire du danger, mais j'ai toujours à l'esprit, je ne peux pas le déplacer puisqu'elle est allongée par terre et qu'il y a eu un accident. Oui, effectivement, il y a un risque de, quand vous le déplacez, d'induire certaines problématiques en traumato, et notamment des cervicales. Néanmoins, si vous ne faites rien, restant problématique, il n'aura plus vraiment de problème de cervical. Il aura d'autres soucis. Donc, ça reste de l'extraction d'urgence. Il y a des techniques qui peuvent vous être montrées où on maintient quand même avec certaines positions. Dans une certaine position, on maintient un axe tête-coutron assez proprement, et ne serait-ce avec je suis vraiment désolé. Ça, c'était pas prévu. C'est toujours les aléas du direct. On va laisser Michael souffler un petit peu. Essaye de récupérer, hein, t'inquiète pas. Moi, je réinterviens pour le laisser souffler. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser, notamment sur le garrot, hein, qui n'est pas un outil que l'on utilise couramment. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions et moi, j'en ferai part à Michael après. Donc, voilà. Ça va, Michael? Merci, Priscilla. On te laisse reprendre. Merci. Je suis vraiment désolé. Donc l'idée, ouais, voilà, c'est vraiment d'évaluer le danger et de me dire, si je fais rien, cette victime ou ces victimes vont être, ne seront plus des victimes, mais vont passer de l'autre côté. D'accord? La deuxième chose, c'est observer son environnement pour pouvoir sortir de la zone de danger. C'est-à-dire que je pars du principe que je vais devoir extraire cette victime. Bien évidemment, avant d'y aller, j'essaie de regarder vers où je vais extraire cette victime. Il ne s'agit pas de se retrouver, de se dire ok, je pars, et en partant, soit je me mets directement en zone de danger, face à un feu par exemple, ou alors quand je recule, je me retrouve en plein milieu de la circulation, et là, c'est encore pire. Donc j'essaie d'observer vers où je vais, donc mon chemin de sortie, et ensuite je m'y dirige. C'est quand même bien de garder un œil sur son environnement. Et ensuite, je procède rapidement, mais sans précipitation à l'extraction de ma victime. Alors, quelques tuyaux pour extraire une victime d'un véhicule. Ce qui va être important, ça va être dans un premier temps de couper le contact, d'y mettre le frein à main, de défaire la ceinture assez rapidement. Des fois, les ceintures, en fonction des chocs, de véhicules, choc frontal, choc latéral, la ceinture va rester bloquée. Et c'est pour ça que des fois, en termes de matériel, il est assez intéressant d'avoir un ciseau, soit dans la voiture, soit une espèce de coupe-ceinture. Maintenant, ça se fait, ils font des petits coupe-ceinture qu'on peut mettre sur les porte-clés. Et ce coupe-ceinture va être aussi un brise-vide pour pouvoir accéder plus facilement aussi aux victimes. Écarter les jambes des pédales, parce que très souvent, sur un choc frontal, voire peut-être un choc latéral, on va se retrouver avec les jambes qui vont être coincées sous les pédales, sous les pédales, ou alors qui vont rester coincées. L'idée, c'est vraiment dans un premier temps de les décaler pour pouvoir sortir la victime facilement derrière. Et tout un tas d'autres gestes, mais qu'on pourrait vous montrer. Voilà pour la zone rouge. Donc, gardez à l'esprit que la zone rouge, on n'est pas là pour y faire des soins. On est là plutôt pour intervenir en sécurité et vraiment prendre l'environnement en considération.
Merci Michael. Du coup, nous avons des questions avant de commencer sur notre zone orange. Donc, il y a Fabienne qui nous demande qu'est-ce que l'on peut utiliser comme type de garrot? Comme type de garrot, effectivement, j'aurais pu vous en sortir un. Ça va être ce genre de petites choses. Des garrots, donc il y a effectivement plusieurs garrots, je ne sais pas si on voit bien, on verra mieux. Ce genre de choses, donc c'est des garrots qui sont manufacturés maintenant. Effectivement, le garrot élastique, lui, ne va pas être efficace. On peut utiliser des garrots qui sont manufacturés de ce genre. On peut utiliser des ceintures, notre propre ceinture à nous. En gros, le garrot doit avoir quand même un certain gabarit. En gros, à peu près 3 cm, 3-4 cm de largeur pour éviter que quand vous le serriez, il acère les chairs. Il faut qu'il soit suffisamment long pour prendre en considération une cuisse, par exemple. Donc là, quand on regarde celui-ci, on se retrouve avec une sonde qui est relativement longue, à peu près à peu près 80 cm, pardon. Vous allez avoir besoin de quelque chose qui vient vraiment tourner et mettre en pression le garrot. Donc, si vous devez fabriquer un garrot sur vous, très souvent, on va utiliser. Alors, le stylo, ça ne fonctionne pas vraiment. Plutôt un bâton qu'on va retrouver dans les bas-côtés, une barre de fer, ce genre de choses, sur les accidents routiers. Et puis voilà, il y a quelque chose pour arrêter le garrot. Donc, sur celui-ci, par exemple, c'est un garrot en velcro qui vient d'emblée, une fois que vous l'avez positionné, il vient se mettre dessus facilement, il ne peut plus se défaire. Ou alors vous allez vous retrouver avec des nœuds à faire. Par exemple, sur une écharpe, sur un chèche, ça fonctionne très très bien. Vous faites pas mal de petits nœuds, vous serrez très très fort, vous faites des nœuds, vous mettez une espèce de barre de fer entre les deux, vous tournez le tout pour avoir vraiment cette grosse pression sur le bras. Merci. J'ai également une autre question de Céline qui se demande comment effectuer un garrot efficace et quelle est la différence entre un garrot et un point de compression. Le point... Pardonnez-moi. Le point de compression, la problématique, c'est que sur une zone rouge ou sur une situation d'urgence, quand vous arrivez et que vous faites un point de compression, une fois que vous avez mis votre point de compression, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez plus utiliser vos gestes. Vous ne pouvez plus utiliser vos mains, vous ne pouvez plus faire aucun geste. Alors que si vous mettez un garrot, vous avez encore vos deux mains. Alors quand vous êtes plusieurs, c'est pratique de faire un point de compression. Ça retarde un petit peu. Intellectuellement, ça rassure parce que du coup, j'ai pas forcément posé mon garrot. Néanmoins, le garrot risque à un moment donné, en fonction du délai d'intervention des secours, risque d'être assez inévitable. Et donc, ces points de compression, la deuxième partie de la question, s'il te plaît, Priscilla. Oui, la différence entre le garrot et le point de compression, en fait. Oui, voilà, donc Et le garrot. l'efficacité et sur l'efficacité également du garrot. Oui, tout à fait. Le garrot sera beaucoup plus efficace. Maintenir un point de compression, c'est bien, mais ça nécessite quand même de pouvoir y mettre vraiment tout le poids de corps. Encore une fois, vous allez rester bloqué sur ce point de compression. Alors que le garrot, une fois qu'il est vraiment serré, le saignement va vraiment s'arrêter. Avec ce genre d'outil, en moins de 10 secondes, une fois qu'il est bien posé, en moins de 10 secondes, le saignement est complètement arrêté. Donc ça reste pas très cher, ça reste vraiment d'une efficacité redoutable. Donc quand je vous parle d'efficacité, je vous parle pas d'efficacité parce que Michael il l'a vu sur certaines situations, non, c'est d'efficacité avérée sur différents examens à l'échographie et puis aussi en réel bien évidemment puisqu'on voit l'arrêt du saignement. Il y a Irina également qui nous demande où est-ce qu'on va le positionner ce garrot. Il y a plusieurs doctrines à l'heure actuelle. Moi, le message que j'aimerais passer, c'est que c'est un geste qu'on pose pas trop souvent. La mise en place d'un garrot, on n'a pas forcément l'habitude d'en poser, en tout cas dans le milieu civil. Puis même moi, dans le milieu militaire, j'en ai posé quelques-uns, mais j'en posais pas non plus tous les 4 matins, bien heureusement. L'idée, c'est de mettre, donc, ça vous l'avez bien compris, sur les 4 membres supérieurs et membres inférieurs, mais surtout à la racine du membre. Donc là, je vais remonter et je vais le mettre le plus haut possible. Pourquoi? Parce qu'au début, je ne vois pas en fait vraiment où est le saignement. Alors si je suis bras nu, effectivement, je vais le voir, mais en période hivernale, vous n'allez pas voir si le saignement est au niveau de l'avant-bras ou si le saignement est au niveau du biceps. Donc, pour éviter de perdre encore des secondes et des secondes où le sang va quitter le corps, l'idée c'est de venir vraiment le plus haut possible au niveau du membre atteint. Très bien. Et il y a Eric effectivement qui intervient pour nous dire qu'il faut effectivement noter l'heure de la pose du garrot. Donc je pense que tu allais y venir, Michael. Tout à fait. Alors, lors de la pose du garrot, effectivement,
c'est très très important parce que tout à l'heure on parlait de 2 heures, on parlait de 4 heures. Donc merci Eric, c'est ça? Pour C'est ça, l'intervention, c'est très adapté. Ce qu'on va faire, c'est que le garrot, on va pas forcément le mettre en zone rouge. Parce que clairement, hormis la zone rouge, rappelons-nous, c'est une zone où il y a un danger quand même qui est encore présent. Et l'idée, c'est je pose mon garrot parce que j'ai vraiment pas le choix, je veux vraiment limiter l'hypovolémie, ça c'est primordial. Et si je dois extraire ma victime, bah, je dois le faire assez rapidement. La problématique, c'est que si je pose mon garrot, je vais devoir sortir un stylo, effectuer soit poser le garrot, poser l'heure du garrot sur mon garrot qui est dédié, soit sur le front, certes, encore une fois, pas avec du sang, ça reste du domaine du mythe, par contre avec un joli stylo ou alors un marqueur. Mais ce qu'on fait, on va pas le marquer en zone rouge. Ça prendrait un petit peu trop de temps et des secondes qui nous mettraient en danger. On va le mettre dans cette fameuse zone orange. S'il n'y a plus trop de questions, je bascule sur la zone orange. La Alors, transition est il y en parfaite. a encore une justement sur le statut du retraité professionnel de santé par rapport à la loi. La personne, Professionnel c'est de Annie santé qui un nous jour, demande: professionnel de bonsoir, quel est santé. le statut du retraité professionnel de santé par rapport à la loi? Alors, le statut du professionnel de santé, en fait, vous avez les connaissances. Donc, j'avoue que je ne pourrais pas me prononcer avec assurance à 100%. Néanmoins, le statut, c'est plus un statut intellectuel. C'est-à-dire que vous êtes retraité, certes, mais vous avez quand même ces connaissances. Néanmoins, devant un juge, je ne pense pas que vous soyez considéré comme dans tous les cas, un professionnel de santé actif. Donc, vous serez non professionnel du secours, ça c'est sûr. Et en fonction de ce que vous étiez avant, vous avez quand même malheureusement toute cette connaissance. Donc, En fonction de la profession de la personne, effectivement, on lui demandera d'être en mesure de mettre en œuvre les gestes qu'elle savait faire dans sa profession. il n'y a personne qui a un tuyau là pour les quintes de tout. Alors, il nous reste quelques questions avant de passer à la zone orange. J'ai Catherine qui nous demande si on peut poser un garrot au-dessus d'un vêtement, par exemple un blouson ou un pantalon de motard. Complètement. Et encore une fois, quand vous arrivez sur votre situation, vous ne savez pas, vous n'allez pas pouvoir dénuder complètement la victime. Parce que le temps que vous allez perdre à dénuder la victime, vous cherchez. Le temps que vous cherchez, il y a toujours cette hypovolémie qui est active. L'idée, c'est vraiment de mettre le garrot en priorité. Et ensuite, je vais chercher et je vais explorer pour savoir si, et d'une, mon garrot est efficace, et pour savoir si j'ai mis mon garrot au bon endroit. Parce que peut-être que j'ai mis trop bas. Merci. Donc, Il y a Nicolas qui nous demande également si, pour dépanner, si on a un garrot en latex pour faire une ponction veineuse, telle que peuvent avoir les infirmiers pour les bilans sanguins, est-ce que ça peut dépanner ou c'est totalement inutile? alors, j'ai envie de dire que ça ne servirait pas forcément à grand-chose. Réellement, ça ne va pas servir à grand-chose. Par contre, si vous avez un chèche, une espèce d'écharpe, un chèche, voire une ceinture de pantalon, ça sera beaucoup plus efficace que notre garrot en caoutchouc. Et j'ai dans le même esprit Benoît qui nous demande, pardon, Nicolas qui nous demande si un brassard à tension peut-il servir de garrot? Ce sera assez efficace. Ce sera assez efficace aussi, effectivement. Ça peut vraiment servir. Et sur le matériel, vous allez voir, je vais prévu un petit laïus là-dessus en fin de webinaire. Et enfin, donc là, on a terminé avec les questions sur le garrot. Mmh. Aurélie nous a demandé si sur un AVP, pardon, comment peut-on extraire le blessé de la voiture seul, en respectant bien sûr l'axe tête-coutron? Alors là, en webinaire, c'est un peu particulier à vous montrer, mais l'idée, ça va être vraiment de venir passer les mains autour de la victime. Donc, vous allez arriver, admettons qu'il soit conducteur, on va prendre passer les conducteurs, prendre victime conducteur, vous arrivez sur le côté, vous passez derrière, vous venez ensuite attraper avec votre main le pantalon de la victime, venir coller votre tête contre elle, après avoir effectivement décalé les jambes et compagnie, et ensuite, une main sur le pantalon, l'autre main au niveau, enfin la tête sur l'autre tête, sur sa tête, la deuxième main au niveau du pantalon, et puis là, après vous tirez. Alors, à expliquer, c'est peut-être un petit peu particulier, mais ça se fait vraiment. Une fois qu'on vous a montré la technique, ça se fait vraiment, et c'est pas si difficile que ça. Ce qui va rendre la chose difficile, ça va être peut-être le gabarit et le choc. Le choc, s'il est trop important, on se retrouve avec un espace beaucoup plus restreint qui ne permet pas de faire un victime.
Très bien, merci Michael. Je veux également remercier Asia qui te propose un miel et du lait chaud pour ta toux. Magnifique. C'est gentil, Bon, il y a Asia. les bonbons jalons aussi, ça fonctionne très bien. Mais alors, le lait chaud, j'aime pas trop. Le miel, par contre, ça fonctionne très bien. Donc, merci Asia. Je vais faire ça juste après. On te laisse continuer, Michael, merci. Merci beaucoup. Allez, revenons sur la zone orange. Donc, vous avez vu, la zone rouge, beaucoup de dangers, peu de possibilités de faire des gestes de premier secours. La zone orange, où là, je vais prendre en considération beaucoup plus ma victime. Là, pour l'instant, on était du simple victime, mais on peut avoir du, euh, du multi-victime, et dans ces cas-là, il va falloir qu'on fasse un petit triage. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre en place, rappelez-vous, tout à l'heure, on a parlé du protocole marche, ou la BCDE pour certains qui connaissent. Le marche, ça va être quoi? La gestion des hémorragies massives. En zone rouge, on a vu la partie, le garrot sur les membres supérieurs ou inférieurs. À ce moment-là, l'idée, ça va être dans un second temps, là où ma zone est orange, c'est-à-dire que le danger n'est plus prenant, je vais pouvoir vérifier si mon garrot est dans un premier temps efficace. Comment je vérifie si mon garrot est efficace? Tout simplement, j'expose le membre garrotté, je vois si j'ai encore un saignement. Si j'ai un saignement, je vais devoir dans un premier temps resserrer mon garrot. D'accord? Si mon garrot n'est toujours pas efficace, je vais poser un deuxième garrot jusqu'à ce que le saignement s'arrête. Et ensuite, pour rebondir sur la question d'Eric, c'est à ce moment-là que je vais marquer l'heure de pause du garrot. Parce qu'en fait, à ce moment-là, le garrot est efficace et la production de toxines, si on veut revenir sur cette partie-là, en tout cas le mécanisme physiologique lié à la pose du garrot, va commencer. Avant, il n'était pas vraiment actif. D'accord? Donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir poser le garrot. On a un petit peu plus de matériel, je vais pouvoir l'inscrire. Et donc je répète, soit sur une fiche médicale, où on va en parler juste un petit peu après, soit j'inscris sur le garrot, il y a certains garrots où on peut écrire dessus, d'accord? C'est prévu à cet effet, soit sur le front de la victime avec un marqueur indélébile, on en reparlera juste après, d'accord? Et ensuite, je vais chercher donc dans le N les hémorragies qui sont non garrotables, donc des saignements massifs, d'accord? Pour une hémorragie, saignements massifs, mais qui ne sont pas garrotables, mais plutôt méchables. En gros, c'est une compresse, enfin une gaze de 3 mètres, à peu près 3-4 mètres, qu'on va venir mettre à l'intérieur de notre plaie. Donc vraiment un méchage, tout simplement. D'accord? À quel endroit je vais pouvoir mettre ce genre de choses? Bah, notamment sur les plaies au niveau du cou, sur les plaies axillaires et les plaies des plis inguinaux, d'accord? Qui sont les gros axes artériels et qui sont assez fréquemment aussi touchés par les hémorragies, en tout cas sur lesquels je peux agir de façon rapide. Donc un méchage, la mise en place d'un pansement compressif et je surveille ce pansement. D'accord? Voilà pour la gestion des hémorragies massives. Des hémorragies qui arrivent sur des traumatismes pénétrants, vous l'avez bien compris, donc les éclats de pare-brise au niveau du cou. Et par exemple, ce qui peut largement arriver, c'est de la d'objets à l'intérieur du véhicule qui vont venir pénétrer dans le corps de la victime. Ensuite, on va avoir donc le A, la libération des voies aériennes. Libération des voies aériennes, l'idée, donc sur un trauma, sur un AVP, autant la victime qui est à l'intérieur du véhicule que la victime qui en a été extraite peut avoir donc, tout simplement une mâchoire complètement arrachée, ce qui peut arriver. Alors, une mâchoire arrachée, ça saigne, effectivement. Est-ce que les voies aériennes en sont pour autant atteintes? Pas forcément. Sur le principe de la voie aérienne, tant qu'elle n'est pas encombrée, donc la voie aérienne, l'air rentre dans la bouche et passe par la trachée. L'idéal, on parle de voie aérienne encombrée, en tout cas libérée, à partir du moment où la trachée, tu vas te manquer un petit point, un accent sur le E, à partir du moment où ma trachée n'est pas bouchée. Donc là, bah, la partie anatomique, hein, libération des voies aériennes, donc tête en arrière, des fois des obstructions digitales avec une petite compresse, on s'aperçoit il y a peut-être une difficulté à parler ou en tout cas à tousser. Comment je vais évaluer mes voies aériennes? Ben, sur une victime consciente, je vais lui poser des questions. Si elle me parle et que ce qu'elle me répond est entendable, euh, je pars du principe que les voies aériennes sont dégagées. Si je sens vraiment qu'il y a une difficulté à prononcer les choses, je vais inciter la victime à cracher d'elle-même
ou en tout cas, je vais la pencher en avant et essayer de voir s'il n'y a pas un écoulement de fluide qui va se mettre en place, de manière vraiment à libérer tout ça. Et ensuite, ne pourra être plus efficace que d'aller voir à l'intérieur de la bouche. Donc là, bah, bascule la tête en arrière, mâchoire en bas, et je regarde à l'intérieur. Je préviens ma victime, bien évidemment, je communique toujours avec ma victime si elle est consciente. Si elle n'est pas consciente, bah, pourquoi pas, mais je communique avec elle. Et si pour X raison, je vois qu'il y a des débris à l'intérieur, je vois qu'il y a une accumulation de sang ou d'autres liquides à l'intérieur qui vont empêcher les voies aériennes, enfin, qui vont boucher les voies aériennes, bah, j'hésite surtout pas à lui demander l'autorisation et à lui expliquer que je vais mettre mon doigt à l'intérieur. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir un petit croc qui risque d'arriver. Ça reste un réflexe à l'origine, un réflexe basique. D'accord. Donc n'hésitez pas si vous voulez, nettoyer la bouche avec une compresse à prévenir. Et ensuite, si on va beaucoup plus loin, on peut mettre en place des dispositifs supraglottiques. Alors après, il y a tout un tas de choses, les sondes nasopharyngées, les canules de Guedel qui peuvent aussi aider. La sonde nasopharyngée en France est encore un petit peu pestiférée. Néanmoins, si vous avez été formé, ça reste un très bel outil. Et ensuite, donc le supraglottique qui lui est un dispositif, en fait, c'est une espèce de masque que vous venez mettre sur la bouche et à l'intérieur de la trachée qui va sécuriser les voies aériennes. On pourrait largement en parler dans un second temps. Ensuite, on va basculer sur le R, la partie respiration. L'idée, ça va être d'évaluer la capacité respiratoire de votre victime par des gestes simples, encore une fois. Est-ce que ma victime respire de façon... Enfin, j'évalue et j'essaie de voir si j'ai une respiration intense, d'accord. Et surtout, ce qui va être intéressant lors d'un AVP, ça va être vraiment de venir voir et de poser vos mains simplement sur son thorax de manière à sentir le thorax de la victime se mobiliser à chaque inspiration et à chaque expiration. D'accord. Tout ça pour éviter quel type de pathologie je vais pouvoir retrouver sur un accident de la route, de la traumato, donc du traumatisme pénétrant, où là je vais avoir un poumon qui va, s'il est percé, un poumon qui au bout d'un moment va se dégonfler. Le poumon reste un ballon donc il va se dégonfler. Et quand je vais inspirer, je vais avoir qu'une partie de ma cage thoracique qui va se lever. Si vous posez les mains dessus, vous allez vraiment le sentir et vous allez vraiment le voir. D'accord. À partir du moment où j'ai ce premier geste, j'ai ce premier symptôme, il va falloir venir explorer au niveau du thorax, donc lever tous les vêtements, venir regarder si vous n'avez pas un objet qui a pénétré dans le thorax. Je le rappelle, des bruits de verre, de la projection, peut-être un objet contondant à l'intérieur. Si un objet contondant, on ne va pas l'enlever, il faut d'abord le sécuriser. En tout cas, c'est tout un tas de petites choses à mettre en place. Et si vous avez juste une plaie, mais sans encore étranger à l'intérieur, l'idée va être de mettre un pansement complètement occlusif pour éviter que l'air de l'extérieur rentre par dépression à l'intérieur du thorax. Problématique, qu'est-ce que ça va engendrer si vous avez une plaie pénétrante? Le fameux pneumothorax compressif. Et ainsi de suite, j'ai envie de dire. D'accord. Donc ça, ce sont des gestes relativement simples. Une position qui va être très très favorable aussi pour la respiration, ça va être demi-assis. Alors quand vous êtes dans un véhicule, bah, des fois, je descends tout simplement mon dossier, je l'amène en arrière, et naturellement, en fait, ma victime va se reposer et ma tête va basculer un petit peu en arrière. Là, on est dans le cas d'une victime qui resterait dans le véhicule. Si vous avez une victime qui a été éjectée, qui a des difficultés à respirer, que vous pouvez la mobiliser, on n'hésite surtout pas à la mettre en position demi-assise ou en tout cas tête en arrière. Un autre geste qui est relativement simple sur la victime inconsciente, c'est la PLS, que vous pouvez faire tout seul, sans aucune difficulté. Et là, donc, on est sur une victime qui est vraiment inconsciente, mais qui respire encore. D'accord. Donc, on a parlé des traumatismes perforants et contendants. Ce qui se passe très souvent sur les traumatismes contendants, sur une décélération brutale, en fait, on se retrouve avec deux mécanismes physiques et physiologiques, donc plus de la physique, compression-décompression, avec des organes creux qui risquent d'éclater en interne, ce qui arrive assez fréquemment lors des blasts, d'accord. Et lors d'une décélération assez brutale, on a deux mécanismes physiques qui viennent se perturber les uns aux autres. Et l'un des risques majeurs, en tout cas pour la partie respiratoire, c'est le pneumothorax.
La quatrième lettre donc, de notre protocole va être le C. Le C pour la circulation. Alors, pas la circulation routière, vous l'avez bien compris, c'est le petit joke de la soirée, mais plutôt la circulation, le système circulatoire, vraiment le sang qui circule à l'intérieur du corps humain. On a géré la partie hémorragique, certes, mais on a géré les hémorragies externes. La partie hémorragie interne, on va pouvoir quand même l'évaluer et en fonction du type de choc que vous avez reçu ou que la personne a reçu, et donc là, c'est vraiment votre véhicule qui va vous l'indiquer aussi. Ce que vous allez voir au niveau de la colonne de direction aussi, bah, potentiellement, vous avez un bassin qui a bougé, un bassin qui bouge, c'est un bassin qui est fracturé, c'est à peu près 2 litres de sang à l'intérieur. Donc là, il y a une grosse hémorragie interne qui peut se mettre en place. Il peut y avoir des abdomens, des pénétrations, enfin des, euh, des plaies, enfin pas des plaies, plutôt des problématiques abdominales supérieures qui vont venir comprimer un petit peu tout ça aussi, réduisant la vascularisation. On va voir ce genre de choses. Ça, c'est pour la partie circulatoire. Et donc, l'idée, ça va être d'évaluer l'état de choc de votre victime. Comment j'évalue mon état de choc? Alors, autant l'état de choc physiologique, à base de sueur, pâleur, fréquence cardiaque qui augmente, fréquence respiratoire qui augmente aussi. Donc là, c'est vraiment le choc physiologique. C'est plus ce choc-là qui nous intéresse, pas le choc psychologique. D'accord? Je reviens vraiment sur la partie physiologique dans un premier temps. Le psychologique, on va pouvoir le gérer, mais dans un second temps. Et ensuite évaluer peut-être à ce moment-là aussi l'état de conscience avec un AVPU standard. On a toujours tendance à entendre parler du Glasgow. Le Glasgow, je sais pas pour vous, mais à un moment donné, en fait, moi, des 4 autres chiffres, des 4 autres lettres, des fois je suis perdu, surtout en situation de stress, même si je le connais par cœur, même si je l'ai mis en place plusieurs fois. Un AVPU, ça reste très très simple et ça parle tout de suite. En gros, est-ce que votre victime est alerte pour le A, répond aux sollicitations verbales, euh, répond à la douleur pour le P, et ou alors est inconsciente, d'accord, AVPU, AVPI. On pourra en reparler. Ça, on l'a déjà vu, et c'est à ce moment-là que nous allons pouvoir potentiellement mettre en place notre RCP si nous nous retrouvons avec une victime avec, qui ne respire pas, qu'on a pu évaluer avec les voies aériennes et la respiration. Et quand j'ai voulu prendre mon pouls dans mon état de choc, je n'ai pas senti forcément de pouls. Et j'ai une victime qui est inconsciente, sans pouls et qui ne respire pas, je commence ma RCP. Dans les nouvelles recommandations au niveau de la RCP, le pouls n'est plus une obligation. Alors évidemment, quand vous avez des connaissances et que vous avez ce réflexe d'aller chercher le pouls, ben, vous pouvez le faire. Maintenant, c'est plus une obligation. Une victime qui est inconsciente et qui ne respire pas, vous pouvez la masser d'emblée. D'accord? La première des choses dans tout ça va être de passer un coup de fil urgemment. D'accord? C'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'on va parler du message au premier secours. Ce qui est important dans la prise en charge d'une réanimation cardio-pulmonaire, c'est vraiment les appels au secours. Parce que plus tôt vous allez passer le message, et plus tôt les secours vont pouvoir se déplacer. Pourquoi là, si on n'était pas en arrêt, on fait intervenir notre message aussi tardivement dans la prise en charge? Tout simplement parce qu'en fonction de l'endroit où vous êtes, c'est-à-dire normalement un petit peu loin des secours, bah, peut-être que vous ne captez pas forcément le réseau, peut-être que votre téléphone n'a plus de batterie et qu'il faut vous en trouver un autre, ou peut-être que vous utilisez votre téléphone pour faire autre chose, notamment s'éclairer si vous manque un petit peu de lumière. D'accord? L'idée aussi, c'est de récupérer un maximum d'informations. Si vous n'avez pas possibilité de téléphoner tout de suite, vous dites, OK, je vais passer un coup de fil, je vais passer l'appel au secours, mais je veux avoir un maximum d'éléments parce que si je n'ai plus de batterie et que ça coupe, ben, je ne pourrais pas passer un maximum d'éléments. En suivant ce protocole, on a réussi à récupérer des éléments sur l'aspect respiratoire, l'aspect circulatoire, le mécanisme de blessure qui va être hyper important dans la prise en charge et surtout dans l'apport de secours professionnel et ensuite l'état de conscience que vous avez commencé à avoir aussi. Donc ces éléments-là, vous les avez tous vus, vous êtes en mesure de les lister et quand on va vous poser les questions, vous les avez. L'idéal pour le message, c'est quand même de tout noter avant de passer le message. Donc d'abord, on va mettre qui est-ce que je vais appeler? Alors en France, on va privilégier le 112, d'accord? Avant, on avait le 15, on avait le 17, on avait le 18, ainsi de suite.
je vous préconise de garder un seul numéro à l'esprit, qui est le 112. Le 112, c'est une plateforme multifonctionnelle, multidisciplinaire, qui va nous permettre justement de soit déclencher les secours. En même temps que vous avez déclenché les secours, vous avez déclenché aussi les services, les forces de l'ordre, police ou gendarmerie qui dépendent du secteur, pour peut-être sécuriser l'accident de la route, sécuriser l'environnement, et si c'est arrivé en pleine rue, bah, sécuriser aussi l'environnement d'un point de vue électrique, d'un point de vue gaz, d'un point de vue eau, potentiellement. D'accord. C'est pour ça que le 112, en un coup de fil, il va pouvoir dimensionner tout ce genre de professionnels. Ensuite, qu'est-ce que je leur dis? Donc, on a une petite méthode qui s'appelle le QOQQ, dans laquelle le premier Q correspond à qui suis-je? Est-ce que je suis professionnel de santé ou pas? Ça va quand même donner une indication à votre interlocuteur derrière, de savoir que ça peut rassurer, ou ça peut aussi, dans tous les cas, mettre peut-être induire en erreur. Néanmoins, en fonction de ce que vous allez leur dire, ça va être relativement bien perçu. Vous allez pouvoir, si vous êtes loin des secours, réaliser des gestes que d'autres pourraient ne pas réaliser. D'accord? Si vous êtes accompagné par téléphone. Ensuite, qui suis-je? Moi, se présenter de façon très succincte quand même. Ça mange pas de pain. Et surtout à ce moment-là, donnez votre numéro de téléphone. D'accord? Où est-ce que je suis? Évidemment, il est primordial d'avoir une géolocalisation ou d'avoir un endroit, un lieu sûr, un repère sûr pour pouvoir venir vous récupérer. À l'heure actuelle, le 112 est en mesure de géolocaliser un peu partout en France. Néanmoins, en campagne profonde, avec un GPS qui ne fonctionne pas forcément ou des GPS qui sont coupés sur vos téléphones, comme ça peut arriver pour certains parce qu'on n'aime pas que nos GPS soient connectés ou parce que ça consomme beaucoup de batterie, mais on ne peut pas forcément vous repérer facilement. Donc l'idée, c'est d'être le plus précis sur l'endroit où a eu lieu l'accident, avec des points de repère. Pour avoir des points de repère, levons les yeux, essayons de savoir un petit peu où est-ce qu'on est quand même au niveau des villages. En général, vous savez très bien dans quel environnement vous vous situez. Et ensuite, vous avez des points de repère. Est-ce que je suis au pied d'une électrique? Est-ce que je suis à la sortie de l'autoroute? Est-ce que je suis à 3 km de l'embranchement? Est-ce que je suis à la jonction, juste après le centre-ville? Et ainsi de suite. D'accord. Donc, n'hésitons pas à lever la tête. On a pas mal de choses. Et si vous êtes à plusieurs, ne pas hésiter. Si on est vraiment en campagne et que vous avez des témoins ou des victimes qui pourraient vous aider, ou des passagers pardon, qui pourraient vous aider, à envoyer ces passagers-là à un endroit qui soit très caractéristique pour qu'ils puissent récupérer les secours et ensuite vous les ramener. Le deuxième Q, qu'est-ce qui s'est passé? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce que j'ai eu comme mécanisme de blessure? Un accident de la route avec une voiture, un piéton, une voiture, un vélo, une voiture, une moto, pardon, un tracteur avec un poids lourd, un tracteur avec une voiture, et ainsi de suite. Ce sont des choses qui sont relativement importantes. N'hésitez pas à exprimer le type de déformation que vous avez sur la voiture, si c'est un choc latéral ou un choc frontal, on a un petit peu parlé tout à l'heure, parce que ça va quand même induire les premiers secours sur le type de pathologie qu'ils risquent de rencontrer derrière. Ça va effectivement dimensionner s'il y a besoin de faire une désincarcération, si votre victime est à l'intérieur encore, et ainsi de suite, le nombre de victimes que vous avez eues, et ensuite ce que vous avez relevé sur là où les victimes, avec votre premier bilan vital que vous avez pu faire en réalisant le protocole marche, le M, le A et le R. D'accord. Alors vous allez me dire, ouais, il est peut-être pas forcément chiffré. Oui, mais dans un premier temps, on veut pas forcément le chiffrer, on veut déjà juste savoir si ça respire, si ça circule et si c'est conscient. Ça, c'est relativement important. D'accord. Et dans le M, si vous avez des hémorragies, vu que vous l'avez protocolisé, vous allez pouvoir leur dire. À partir du moment où il y a une hémorragie, c'est trauma center dans la foulée. Le dernier Q qui va être qu'ai-je fait comme geste de premier secours et qu'est-ce que j'aurais besoin. En général, qu'est-ce que j'aurais besoin? Très souvent, les premiers secours sont en mesure de décider pour vous. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer, ils vont décider pour vous, ce qui est très bien, parce qu'au pire, il y en a un petit peu trop. Et qu'est-ce que j'ai pu faire comme geste de premier secours? Une bascule la tête en arrière. Est-ce que j'ai mis une sonde nasopharyngée? Est-ce que j'ai posé une canule de Gadel? Est-ce que j'ai posé un garrot? Dans quelle position aller? Est-ce que je l'ai mis en PLS? Est-ce que je suis sur une victime qui est inconsciente et qui respire pas et je suis en train de l'amasser? Est-ce que j'ai un défibrillateur avec moi et que j'ai pu commencer avec le défibrillateur, ainsi de suite. D'accord? La cinquième lettre, 1, 2, 3, 4, 5, va être le H, l'hypothermie. L'hypothermie est quelque chose de très 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 important. D'accord. Sur une hypovolémie, l'hypothermie va être assez importante pour plusieurs raisons. Vous avez sûrement entendu parler de la triade létale. Triade létale,
pour faire simple et pour pas vous perturber, l'idée c'est que en dessous d'une certaine température, le facteur de coagulation ne peut plus faire son boulot, donc il n'y aura plus de coagulation en interne et je vais me retrouver avec une hypovolémie qui va continuer. Une hémorragie qui va continuer à se mettre en place. Et malheureusement, à partir du moment où j'ai une victime qui est hypotherme, pour la ramener en température le plus rapidement possible, ça va être compliqué. À quel moment je me retrouve en hypothermie? Parce que j'ai beaucoup saigné. Si j'ai beaucoup saigné, forcément j'ai perdu de la température. J'imagine que ça paraît logique. Si je suis en plein vent et sous la pluie, je vais me refroidir encore plus. On parle de 1 degré par litre de sang perdu, par exemple. Si en plus j'ai froid, j'ai sué, mes vêtements sont mouillés, il pleut, ça va être très très compliqué. Je vais rapidement descendre en température. D'accord. Donc, on va couler notre victime le plus tôt possible. Et au passage, ça a quand même une vertu réconfortante pour notre victime. L'idée, c'est vraiment de l'englober complètement dans une couverture de survie. Le E, ça va être, tout à l'heure, on a fait notre petite palpation au niveau de notre corps humain et on a vu qu'il y avait quelques hémorragies, enfin quelques saignements qui étaient moins abondants mais qui nécessitaient quand même d'être pris en charge. Donc, on va pouvoir les traiter à ce moment-là. Faire une petite immobilisation de fortune de manière à soulager la douleur, non pas à réaxer. L'idée, on n'est clairement pas là-dedans. Et peut-être immobiliser. Si on a une fracture, peut-être réussir à envisager notre fracture comme un corps étranger, immobiliser le corps étranger de manière à soulager de la douleur. Une victime qui n'a pas mal est une victime qui sera plus facilement, qui va s'en remettre plus facilement. Il y a le phénomène psychologique de la douleur, oui. Il y a un gros phénomène physiologique qui va induire une grosse tension, qui va induire une fréquence cardiaque élevée et une fréquence respiratoire élevée, avec tout un tas de chamboulements physiologiques à l'intérieur qui vont faire que votre victime va rapidement et beaucoup plus rapidement tomber en état de choc cardiogénique, hémodynamique, en état de choc, tout simplement, induite aussi par la douleur. D'accord. Voilà pour la zone orange. Et donc, me revoilà. Merci, Mickaël. Donc, nous avons des questions. J'ai Xavier qui demande si tu peux revenir sur l'AVPU, le détailler un petit peu plus. L'AVPU, en gros, vous avez votre victime qui est face à vous. Vous lui posez des questions. Alors, effectivement, il y a plusieurs. Pour que votre victime, le A correspondra à une victime qui est alerte. Alerte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous lui posez une question dont vous avez la réponse, elle est consciente et orientée. En gros, quels gens sommes-nous? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez où est-ce que vous êtes? Si vous avez par exemple aussi sa carte d'identité et que vous avez réussi à la regarder, mais à ce moment-là de la prise en charge, c'est quand même un peu présomptueux, vous pouvez lui poser la question de comment il s'appelle. D'accord. Donc l'idée, c'est de savoir si votre victime est alerte. Le V, est-ce que votre victime est en mesure de vous parler? V comme voix, comme verbal. D'accord. De vous parler quand vous la sollicitez ou quand elle vous parle, elle est cohérente aussi. D'accord. Le P correspond à la douleur, pain in English. Je sais, on a toujours cette partie anglophone qui est présente. Donc, est-ce que si on a cette difficulté, on peut avoir une réponse verbale, mais une réponse aussi à la douleur, ce qui veut dire que quand j'appuie sur la douleur de la victime, alors, pas comme une brute, on est bien d'accord, mais quand je sollicite un petit peu quand je stimule et que je sollicite cette réponse, je vais avoir une réponse à la douleur. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que d'un point de vue neurologique, et en tout cas en distal, j'ai une réponse, ce qui est relativement important. C'est-à-dire qu'il y a une connexion entre le système nerveux central et le périphérique. Ça, c'est top. Et ensuite, le U pour unresponsive, c'est-à-dire inconscient. Donc, à ce moment-là, je vais indiquer sur ma fiche bilan ou sur ma fiche blessée, que je vous montrerai juste un petit peu après, que j'ai une victime qui est inconsciente. Merci, Mickaël. Nous avons également Céline qui demande en cas de pénétration d'objets, par exemple des éclats de pare-brise, j'ai la notion qu'il ne faut surtout pas essayer d'enlever l'objet. C'est bien la bonne pratique? Et c'est une très très bonne information que vous avez. Le risque, alors si c'est superficiel, potentiellement, vous pouvez l'enlever. J'ai plusieurs débris sur mon visage, un petit peu des cailloux ou un petit peu de pare-brise sur le visage. Je vois qu'il n'y a pas trop de sang, que c'est pas hémorragique, je peux. Néanmoins, gardez vraiment cette information à l'esprit, parce que si c'est trop profond, quand vous l'enlevez, il y a un risque que ça ait touché un gros tronc vasculaire, que ce soit veineux ou artériel, peu importe. En tous les cas, quand vous allez l'enlever, vous enlevez
et peut-être que du coup cette artère ou cette veine va être percée. Et donc là, c'est grave. Donc on en Merci. est. J'ai également Catherine qui te demande si pourriez-vous rappeler, s'il vous plaît, sur quel côté coucher en PLS quand il y a une plaie thoracique ou quand il y a une plaie abdominale? Alors on aurait tendance à dire, et c'est ce qui se passe en traumato, de coucher côté blessé, d'accord? Un côté blessé aura une capacité, par exemple, pulmonaire. Si on part sur le système thoracique, le système pulmonaire, si je suis blessé au niveau du poumon, j'ai déjà une capacité pulmonaire qui est amoindrie. Donc l'idée, c'est de favoriser un échange pulmonaire le plus important possible. Et donc là, je vais garder mon poumon sain efficace. Donc je vais coucher ma victime du côté lésé. Et au niveau abdominal, c'est exactement pareil, côté lésé. Très bien. Il y a Xavier qui te remercie, qui est d'accord avec toi, la VPU en situation de stress intense, c'est quand même plus facile que le Glasgow. Complètement. Alors là, complètement. Je suis quelqu'un d'assez pragmatique et je me dis, ok, je suis pas un super-héros, par contre, je vais être efficace. Très Merci bien, Xavier. merci. Je te laisse continuer. C'est gentil. Tu me réhydrates juste 4 secondes en plus, parce qu'on sait jamais. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur la zone orange, c'est le moment, parce que là, on va attaquer la zone verte. Donc la zone verte, j'ai récupéré un maximum d'informations donc sur mon mécanisme de blessure, sur mon nombre de blessés. J'ai traité ce que je pouvais faire au niveau de mes blessés, j'ai traité mes pathologies, en tout cas les plus urgentes. J'ai réussi à mettre en place peut-être certains pansements, à sécuriser des objets, des corps étrangers sur une plaie, à soulager une douleur, à mettre ma couverture de survie. J'ai passé mon premier message au secours. L'idée maintenant, ça va être de réévaluer ma victime. D'accord? Réévaluer ma victime, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je repars sur moi ou sur mes victimes. Je réévalue dans un premier temps les pansements. Alors là, on a une notion de temps, 5 minutes ou 15 minutes. Quelle va être la différence? On réévalue une victime toutes les 5 minutes à partir du moment où, rappelez-vous votre algorithme, j'ai mon M, mon A et mon R. Si dans ces 3 lettres-là, j'ai une perturbation ou j'ai dû faire des gestes, ça veut dire que j'ai mon bilan vital, mon bilan fonctionnel vital qui est atteint, et à ce moment-là, je me retrouve à réévaluer ma victime toutes les 5 minutes. On va détailler un petit peu la réévaluation derrière. Si c'est pas le cas, si le M, le A et le R n'ont pas été touchés, et que effectivement je me retrouve avec une fracture mais qui est non hémorragique, qui est douloureuse, qui est impressionnante mais qui est non hémorragique. J'ai pas d'état de choc, donc j'ai un système vasculaire qui est de l'ordre de l'entendable, on est sur le bon gabarit, un système respiratoire qui va très bien, des voies aériennes qui sont dégagées. Là, je peux me permettre de réévaluer ma victime toutes les 15 minutes. D'accord? 15 minutes, autant que 5 minutes, ça peut être très très long. Ok? Qu'est-ce que je réévalue? Je réévalue tout simplement son état de conscience, son état vasculaire, son système hémodynamique, sa capacité respiratoire, mais je réévalue aussi les gestes que j'ai posés, les traitements que j'ai posés. Je pense notamment à la mise en place du garrot. Je vérifie que mon garrot soit toujours efficace. Particularité, je vous donne juste un exemple pour réveiller quelques lumières dans vos esprits. Ce garrot-là, par exemple, une fois qu'il est posé, il est posé comme ça, là je l'ai sécurisé, d'accord? J'ai mis juste mon tourniquet à l'intérieur, hop, je l'ai sécurisé, ok? Un garrot, ça fait extrêmement mal. Si vous êtes sur une victime qui est consciente encore, elle aura une certaine volonté à enlever ce garrot qui lui fait très très mal. Je le dis parce que je l'ai vu et malheureusement c'est arrivé. Si vous avez mal mis votre garrot, que vous l'avez laissé comme ça, ce sera beaucoup plus simple à la victime de juste lever le tourniquet et avec la pression qui a été mise en place par le tourniquet, ça va s'enlever. Du coup, vous avez un garrot qui est posé mais qui n'est pas efficace. D'accord? Ce qui veut dire que si vous le réévaluez pour pas toutes les 5 minutes, vous avez l'impression d'avoir arrêté l'hémorragie, mais c'est pas le cas puisque notre victime a enlevé notre garrot. Ça peut être le cas aussi quand vous extrayez votre victime, vous avez posé votre garrot, vous l'avez extrait et il manque quelque chose. Le garrot n'est pas bien posé, encore une fois, j'ai l'impression mais en fait il n'est pas efficace. Ça peut être le cas aussi pour donc les corps étrangers où on a quand même une douleur qui est relativement présente. Donc je réévalue vraiment tous les gestes que j'ai posés dessus. Je réévalue aussi mon patient s'il est en PLS et qu'il est inconscient. Je réévalue son état de conscience parce que peut-être qu'il a repris un petit peu un état de conscience parce que il était inconscient dû à un choc psychologique.
potentiellement, hein, ça peut largement aussi arriver. Dans ces cas-là, je vais le mettre dans une autre position et essayer de le rassurer, de le réconforter, pouvoir explorer un petit peu plus les choses. D'accord? Deuxième chose, je vais rassurer et réconforter ma victime. Donc l'idée, c'est vraiment de lui expliquer ce qui s'est passé, de lui expliquer qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez réalisé comme geste, de le faire participer à tout ça. Alors là, je le dis un petit peu sur la zone verte, mais en gros, c'est un discours que vous devez avoir avec votre victime, être le plus rassurant possible et l'impliquer le plus possible dans la prise en charge. D'accord? Parce que des fois, on a tendance à vouloir justement être dans notre tunnel en disant laissez-moi faire, je vais travailler, je vais faire les choses, mais du coup, on n'entend pas ce que notre victime est en train de nous dire. Ou alors, par exemple, on m'a expliqué que, j'ai dans mes vieux souvenirs latents, que quand j'ai une victime qui est allongée, je dois surtout pas la bouger. Oui, mais quand vous avez votre victime, ça peut être le cas parce qu'il y a une atteinte du rachis dorsal qui peut être délétère. Mais quand vous avez une victime qui tente de se lever ou qui remue ses petites mains et compagnie, ne le mettez pas au sol, ne l'empêchez pas de bouger. Ça veut dire que s'il le fait de lui-même, il y a une connexion entre le central et le distal, donc laissez-le faire. Ce qui veut dire que derrière, la colonne, elle n'a pas forcément été touchée. Ok. Donc là, on revient un petit peu sur ce genre de choses. Les dernières recommandations, vraiment, et recommandations internationales, expriment cela. Hein, d'accord. Donc, soyez vraiment réconfortant avec votre victime et aidez-la à participer à la prise en charge. Là, vous voyez mensonge. Ne mentez pas à votre victime. N'allez pas non plus lui expliquer qu'il va mourir, si c'est le cas, si vous sentez que c'est le cas, parce que vous avez de l'expérience. Mais ne mentez pas. Le mensonge, je pense que vous serez d'accord avec moi, ça se sent. Et pour le coup, ça réconforte pas du tout la victime. D'accord? Donc n'allez rentrer pas forcément dans les détails, mais essayez d'être rassurant quand même. Ok? Renseignez là où les fiches blessées, je vais vous en montrer une, qui somme toute est vraiment simple, sur laquelle vous voyez hein, dans un premier temps le nom de la victime, le petit agenda pour l'horaire à laquelle ça s'est passé, le mécanisme lésionnel que vous avez de ce côté-là, tac, avec des petites icônes qui nous font penser un petit peu là par exemple j'ai un accident de la route, là j'ai une chute de ma victime, là j'ai une plaie au couteau, là j'ai une plaie par arme à feu, là je me retrouve avec un membre arraché, le feu, une explosion, d'accord? Donc juste à mettre une petite croix dans chaque case, et autre chose si je me retrouve avec par exemple un autre type de victime. Ensuite vous avez le corps humain qui lui est bien dessiné, donc de face, vous l'aurez reconnu avec le petit nombril, et de dos, le nombril a disparu. Donc du coup, l'idée c'est en fonction des blessures, si je suis blessé à l'avant-bras droit, je viens mettre une croix au niveau de l'avant-bras. Si j'ai une autre blessure au niveau de la jambe, je mets une autre croix sur la jambe, et ainsi de suite. D'accord? Comme ça, je vois où sont mes blessures. Et juste derrière, je me retrouve à avoir la prise en charge, ce que j'ai fait comme prise en charge, à quelle heure j'ai fait mon premier bilan avec mon fameux AVPU dont on vient de discuter, la température, si vous avez un petit peu de matériel, sinon il y a un moyen qui est relativement simple quand on n'a pas trop de matériel, c'est de poser sa main, le dos de notre main à nous, dans le creux des reins. J'ai le creux des reins parce que ça parlera plus, c'est vu que je ne peux pas vous le montrer. Le creux des reins de votre victime, si quand vous posez votre main, elle est très chaude, on est sur une hyperthermie, vous l'avez bien compris. Si vous posez votre main et qu'elle est froide, on est sur une hypothermie. Ça vous permet d'avoir un premier gabarit en tout cas, d'accord? Et si vous avez un thermomètre, puisque vous étiez en tournée pour nos infirmiers libéraux, c'est le top. N'hésitez surtout pas à le poser. Okay, là, c'est un petit peu la version anglo-saxonne, mais en gros, c'est la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et l'heure à laquelle vous avez passé votre premier coup de fil, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a plusieurs cases, parce que des fois, si ça s'aggrave, vous repassez un coup de fil, ou si tout simplement vous n'avez pas de nouvelles des secours, n'hésitez surtout pas à les rappeler. Okay, les traitements, bon là, c'est des traitements un petit peu médicamenteux, mais nous, ça ne nous concerne pas forcément, en tout cas sur le primo intervenant. Ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que j'ai posé un garrot, est-ce que je l'ai mis en PLS, est-ce que je lui ai posé une sonde nasopharyngée, est-ce que je lui ai mis un masque laryngé, est-ce que je lui ai mis une couverture de survie, à quel moment, et ainsi de suite. Si je lui ai mis un garrot, c'est à ce moment-là que je vais reporter une deuxième fois l'heure de pause de mon garrot. Et si j'ai plusieurs garrots, l'heure de pause des garrots. D'accord ? Cette fiche-là a vocation à être sur une seule victime. Donc l'idée, c'est peut-être d'en avoir une, c'est déjà le top du top. Si vous en avez plusieurs, c'est une fiche par victime. D'accord ? Et ensuite, on conditionne la victime pour la remise au secours. Conditionner, en gros, c'est, on pourrait rentrer dans le détail pendant des heures, ce qui est déjà un petit peu le cas. C'est-à-dire que on va revenir sur
je vais bien bander mes plaies, je vais bien prendre en charge mes plaies, je vais désinfecter si j'avais ce qu'il fallait, je vais mettre des attelles, des attelles Modlab pour les fractures, et ainsi de suite. Et si j'ai un brancard, à la limite, je peux peut-être le préparer sur un brancard, mais bon, c'est pas forcément tout le temps le cas. D'accord. Donc voilà la zone verte. L'idée, c'est de conditionner au maximum notre victime, recueillir un maximum d'informations pour que quand les secours que vous avez appelés viennent, vous leur retransmettez la fiche blessée, ils vont être super contents, plus une petite transmission verbale que vous connaissez tous très bien, la transmission du patient. Et comme ça, on se retrouve avec une prise en charge. J'ai même envie de vous dire, c'est limite du velours pour les premiers secours. Voilà pour la zone verte. Est-ce qu'on fait une petite pause question sur la zone verte? Oui, la petite pause question. Merci, Michael. Du coup, il y a Nathalie qui nous demande s'il faut mobiliser une personne inconsciente en décubitus ventral, si jamais ses voies aériennes supérieures sont libres. Donc là, on est sur une personne qui est allongée, c'est ça? Et il faudrait qu'on la mette sur le côté. C'est la question? En décubitus ventral. Ok, alors l'idée, c'est qu'effectivement, à partir du moment où elle est allongée, ça va être très très compliqué. Les lois de la gravité vont faire leur job. Donc, dans la mesure du possible, si elle est inconsciente, il faut absolument la mettre en PLS, carrément. Ne laissez jamais personne sur le ventre. Deuxième chose, sur de la médecine de préhospitalière ou en grosse traumato, on a communément l'intention à l'esprit qu'une victime qui est sur le ventre, c'est une victime qui est décédée. D'accord. Naturellement, l'humain, s'il est inconscient, enfin s'il est conscient, il ne se mettra pas sur le ventre. Donc du coup, c'est un peu problématique. Donc voilà, l'idée est vraiment, ne laissez pas une victime sur le ventre. Très bien. Il y a également Aurélie qui nous demande comment faire tenir le pansement compressif au niveau inguinal, par exemple. Faut-il une bande de gaz particulière? Ah, il y a des pansements qui sont un petit peu particuliers. Alors les bandes, on va pouvoir les utiliser effectivement si vous avez de la bande. La bande crêpe est vraiment la plus importante. C'est une bande, j'ai tout ce que vous sachez ce qu'est une bande crêpe. C'est une bande qui est relativement large et surtout d'une manière un peu particulière. L'idée, ça va être de venir peut-être prendre en charge le bassin dans un premier temps et ensuite venir au niveau du pli inguinal une première fois, une deuxième fois et revenir au niveau du bassin pour sécuriser le tout. Sinon, il y a des pansements de ce type-là qui sont des pansements compressifs. Donc là, il est sorti de son emballage, mais qui sont suffisamment grands et qui, eux, vont pouvoir s'arrêter pour pouvoir bien prendre en charge la compression. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je te refais une grosse tête, Christine. Non, non, pas du tout. Non, c'est la lumière. Merci, Michael. Il y a Catherine qui nous demande où est-ce qu'on peut trouver les fiches victimes? Alors, soit vous en fabriquez une petite comme ça, soit effectivement, en général, il faut vraiment avoir recours à des gens qui travaillent dans les premiers secours, ils en ont souvent. Dans des magasins très spécialisés, ils en ont. Maintenant, c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on ne trouve pas de façon si simple. Il y a des sociétés qui le font. Merci, Michael. Annie nous demande comment gérer les personnes qui veulent intervenir pour secourir les blessés en attendant les secours. Bonne question. C'est une très très bonne question. Ce qu'on va appeler les impliqués, donc les témoins, les victimes, vont avoir un rôle décisif à jouer et surtout, il faut vraiment leur donner un rôle. Aussi minime qu'il soit, il faut leur donner un rôle. En leur donnant un rôle, vous leur donnez de l'importance et à partir du moment où ils ont un rôle, ils sont focalisés sur ce qu'ils vont faire. Si vous les laissez un petit peu déambuler à droite à gauche, là, c'est là que ça va être la catastrophe. D'accord. Alors, ce qui est très important aussi, c'est de discuter avec ces gens-là et d'évaluer peut-être leur niveau de connaissance, parce que potentiellement, vous avez des professionnels du secours qui sont avec vous, et alors là, c'est velours, c'est Byzance, quoi. Donc participons et travaillons ensemble, quoi. D'accord. Si c'est pas le cas, si c'est vraiment des gens qui sont plus curieux qu'autre chose, incitez-les à vous aider. Passez le coup de fil, appuyez sur le 112, appelez les secours, mettez votre main à cet endroit-là, donnez-moi le pansement qui est dans la sacoche qui est juste derrière vous. Vraiment, incitez-les à vous accompagner. Merci. Il y a également Céline qui nous demande que faire en cas de membre arraché ou en cas de prise en charge de victimes d'explosion. Alors, c'est deux grosses prises en charge, d'accord. Le membre arraché, pour faire simple et concis, dans tous les cas, alors, il y a deux choses importantes à prendre en compte, mais ce qui serait important, ça serait quand même de poser le garrot
plein de considérations, même si ça ne saigne pas forcément. Donc, il y a pas mal de considérations physiologiques derrière qui sont importantes à prendre en compte. Et le membre arraché, si on peut, c'est de le conserver et de le mettre dans un sachet transparent. D'accord. Pas au contact direct avec l'eau. Si on a une glacière réfrigérée ou en fonction de l'endroit où vous êtes et de ce que vous avez sur vous, il faudrait conserver dans le froid. Donc, essayez de récupérer le membre arraché et de le mettre dans un sachet. Ça, c'est intéressant. Et ensuite, l'explosion. Alors, l'explosion, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Déjà, il faut comprendre quel type d'explosion on a eu, qu'est-ce qui s'est réellement passé et à quel moment de l'explosion on est. C'est-à-dire que dans l'explosion, ce qu'on va avoir comme victime, on va avoir potentiellement 5 victimes. On a ce qu'on appelle le blast primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire et quinténaire. Donc vraiment, il y a énormément de prises en charge potentielles. Donc ça serait trop court pour en rediscuter. Mais pareil, restons simples et pragmatiques, déroulons notre marche avec notre zone rouge, zone orange, zone verte, et déjà on aura bien limité la casse. Très bien, merci Michael. J'ai Nathalie qui nous demande à partir de quel âge on peut utiliser le DAE. J'ai envie de vous dire, alors, je suis pas un grand spécialiste, mais dans les DAE, vous avez des patchs enfants et des patchs adultes. Donc, j'ai envie de vous dire, des plus jeunes âges. Priscilla, qu'est-ce que tu nous en dirais? Alors moi, je vais effectivement répondre à Nathalie. Les recommandations, c'est pas avant 1 an. Tout simplement, l'explication qui m'avait été donnée, c'est que le rythme cardiaque de l'enfant étant supérieur à celui de l'adulte, l'analyse n'arrive pas à se faire correctement pour l'instant. Mais les fabricants y travaillent, bien sûr. Ah oui, l'analyse du DAE, effectivement, qui recherche le rythme. Il y a également Valérie qui nous demande, et là, on va lui dire qu'on a une grosse déformation professionnelle tous les deux, qui est-ce qui a tout ce matériel sur lui? Bah, justement, effectivement, des gens qui sont entre guillemets concernés, qui sont surtout formés. Mais vous allez voir, c'est pas une quantité astronomique de matériel. On va y venir juste un petit peu après. L'idée, c'est d'avoir un peu de matériel et qui puisse être utilisé, voire jamais utilisé, hein, potentiellement. Je sais que moi, j'en ai sur moi. Quand je suis en milieu civil, je l'utilise très peu, mais quand je l'ai, je suis bien content quand même. Donc, des gens qui ont été initiés, des gens qui ont été formés, et puis, des gens comme vous qui portent un intérêt au premier secours. Hein. Vous êtes quand même, à l'heure actuelle, 60 et quelques à nous suivre. Tout type de personnes qui sont vraiment concernées. La deuxième question, c'est Valérie, c'est ça? Où est-ce que je trouve ce matériel-là? On peut en trouver, alors, pour certains en pharmacie, mais vous n'aurez pas le matériel très précis. Très souvent en pharmacie, les gens ne voient pas vraiment de quoi on leur parle. Quand on leur parle de garrot, quand on leur parle de couverture de survie, quand on leur parle de pansement compressif, ils nous regardent comme ça, ils nous disent je ne fais pas ce genre de choses. Néanmoins, dans des boutiques spécialisées, on trouve très bien ce genre de choses. Merci Mickaël. Après, pour être intervenue en tant que libérale pendant plusieurs années, j'avais pas cette fiche type, mais j'avais une fiche qui regroupait, comme disait Mickaël, dans l'urgence. On ne réfléchit pas forcément aussi facilement et d'avoir des fiches déjà prédéfinies qui sont plastifiées, ça nous aide énormément à pouvoir avoir une vision globale de la situation et ne pas se poser 15 questions. Donc j'avais une fiche plastifiée et j'avais également ces petits matériels. Alors ça peut être les garrots que Mickaël nous a présentés, hein, ces fameux garrots tactiques qui s'achètent. Ça peut être des garrots de fortune que l'on se crée soi-même avec qui représentent également la même chose, hein, une bande assez large et assez longue pour pouvoir faire un garrot de fortune. Parce que malheureusement, même si ça n'est pas un accident de la route, dans le quotidien, on peut être confronté à ce genre de situation. Donc effectivement, on peut se composer une toute petite trousse que l'on a avec soi et qui peut être très utile. Heureusement, moins on s'en sert, mieux c'est, mais ça peut être utile. Et il y a Eric qui nous dit également que ces matériels sont disponibles sur tous les sites de vente de matériels médicaux. Voilà. Ouais. Après, il suffit juste de savoir ce qu'on cherche et effectivement, on a pas mal de petites choses. C'est vrai qu'on n'a pas encore trop l'idée d'aller chercher sur Internet ces matériels-là, mais pourtant, ils sont présents. Alors là, si vous voulez, on va sur le matériel du coup. Oui, voilà, la transition est déjà faite. On a un public qui est très actif, donc qui fait les transitions pour nous, donc c'est magnifique. On va revenir justement sur la partie matérielle avec du matériel que nous-mêmes nous fabriquons. Enfin, on ne fabrique pas le matériel, mais en tout cas, on le conditionne.
Comme je vous disais, je suis responsable d'un organisme de formation qui s'appelle Asclepo Sécurité, mais on fait aussi de la vente de matériel. Et donc, en gros, l'idée, c'est d'avoir du matériel qui soit quand même relativement petit, parce que même si je suis en voiture, j'ai pas envie d'avoir une valise comme ça, d'accord, c'est pas très adapté. Sur les voitures récentes, maintenant, ils fournissent un petit kit de premier secours qui a le mérite d'exister, c'est déjà bien qu'il y soit. Néanmoins, sur les pathologies en accident de la route, ça sert quasiment à rien, hormis peut-être nettoyer un œil, ça passera pas trop grand-chose. Dans le matériel minimum, on va pouvoir avoir un petit kit de cette composition. En gros, ça tient dans une main. Alors j'ai une grande main, je sais, mais ça peut tenir dans une main. J'en ai pas j'en ai quelques-uns, oui, bien. Ça peut tenir dans une main, c'est pas très large non plus, c'est certainement pas très lourd, et soit dans un sac à dos, vous pouvez en mettre un, soit vous pouvez le mettre dans la voiture, d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme matériel minimum? Donc effectivement notre garrot, soit un, soit plusieurs, qui lui sera pas dans l'emballage. Ce garrot-là, il sera dans la portière de la voiture ou à l'extérieur de mon sac, mais en tout cas accessible le plus rapidement possible, d'accord. Si je décide d'intervenir, il ne s'agit pas d'aller chercher le garrot au fond de mon sac ou au fond de mon véhicule ou complètement à l'arrière de la voiture, parce que du coup je perds du temps. Donc mon garrot doit être vraiment accessible. Des gants, assez important, on n'en a pas trop parlé, mais ça reste relativement important aussi, d'accord. Vous avez les gants en latex, je pense qu'ils en font plus trop maintenant. Moi, j'utilise beaucoup les gants en nitrile parce qu'ils sont un petit peu plus épais et surtout, et donc se percent un peu moins. Et je les prends en non poudré parce que ça reste très désagréable une fois que c'est poudré. La gauze hémostatique, en fait, je vous parlais tout à l'heure de mécher une plaie non garrottable, une plaie hémorragique non garrottable, telle un cou, un axillaire ou alors un inguinal. On va mécher avec ce genre de compresse, d'accord. C'est une compresse qui est condensée dans ce petit outil là, vous avez vu, qui est pas très épais et qui est pas très gros non plus. On a à peu près 4 mètres de gaz, d'accord. Donc il y a juste à prendre ces 4 mètres de gaz et à les mettre à l'intérieur de la plaie. Je sais, ça fait un petit peu barbare, mais pour le coup, si vous ne le faites pas, ça continue à saigner et on se retrouve avec quelqu'un qui va être en hémorragie massive et ensuite en arrêt cardiaque. Okay. Le pansement compressif, donc je vous en ai déjà montré un tout à l'heure. Où est-il? Il est là. Donc là, pareil, il y a plusieurs gabarits. Ce genre de matériel, maintenant, on le retrouve très facilement dans le civil et dans les magasins spécialisés, comme nous disait un de nos participants. Celui-là, il est un petit peu long. Il y en a qui sont un petit peu plus petits. Il y en a qui sont qu'on dit abdominaux, puisqu'ils peuvent prendre en charge vraiment toute la partie abdominale, la partie viscérale. D'accord. Un pansement thoracique, je vous disais sur les plaies du thorax, sur la plaie pénétrante, j'ai un deuxième trou. L'air par dépression va rentrer dans la cage thoracique au niveau de l'inspiration. C'est pas adapté. L'idée, c'est vraiment de le boucher. Donc c'est en gros un complit géant, hein, tout simplement, que vous venez poser sur la plaie. Décompresse, stérile, c'est le plus adapté, d'accord, pour des obstructions digitales et puis nettoyer un petit peu, mais c'est plus pour vraiment la désobstruction digitale. La fameuse couverture de survie, qui à mon sens est un incontournable, hein, ce genre de petites choses, avec les différentes couleurs. Je sens qu'il va y avoir une question sur la couleur, mais vous allez voir, c'est pareil, c'est un abus de langage, cette histoire de couleur. La couverture de survie qui est très importante. Le fameux marqueur indélébile, d'accord, à point de fil, comme ça vous pouvez l'utiliser pour faire autre chose, mais surtout qu'il soit vraiment indélébile. Utilisez-le à bon escient. Le fait qu'il soit à point de fil vous permet de remplir votre fiche blessée qui vient juste après, et aussi de quand même écrire l'heure de pose du garrot si vous n'avez pas pu le poser sur votre garrot parce que c'est un garrot de fortune ou parce que vous n'avez pas eu le réflexe de le mettre sur le garrot manufacturé, de le mettre sur le front. Ça fait un petit peu barbare, mais on est dans de la médecine pré-hospitalière, donc ça sera vraiment très apprécié des professionnels du secours qui arriveront derrière. Alors pas avec le sang, mais vraiment avec un marqueur. Avec le sang, la coagulation, je frotte, ça s'en va, et s'il pleut, ça s'en va aussi. L'autre kit, l'autre matériel qu'on pourrait éventuellement avoir en complément, d'accord, ça serait des ciseaux. Alors les ciseaux, j'aurais même pu le mettre dans le premier kit parce que les ciseaux nous permettent tout simplement de venir explorer, arracher les pantalons, les vêtements, explorer la plaie pour savoir si, par exemple, quand j'ai posé mon garrot, est-ce que j'ai toujours mon saignement. Donc à ce moment-là, le ciseau est très important. Il faudrait des ciseaux à vêtements de ce type
D'accord, c'est des ciseaux un peu particuliers avec une gorge de protection pour éviter de blesser ma victime. D'accord, et avec une capacité vraiment de mordant qui nous permet même jusqu'à découper une chaussure. D'accord, ça c'est assez important. Des gants toujours, des compresses de froid. Alors la compresse de froid, on a tous entendu parler de la petite bombe de froid qui va bien pour les footballeurs ou les sportifs et compagnie. Sur ce genre de choses, c'est complètement inefficace, d'accord. Pas inefficace, je n'irai pas jusqu'à dire inefficace, mais c'est pas l'effet qu'on souhaite avoir n'est pas optimal. Ce qu'il faudrait vraiment avoir, c'est des petites compresses, donc c'est du Colpack, des compresses comme ça. C'est des compresses que vous venez claquer, il y a une partie liquide, une partie bille, on claque les deux, et par phénomène, par réaction chimique, pardon, vous créez un froid instantané pendant une vingtaine de minutes. Le froid, très bonne vertu, donc vertu vasoconstrictive, vertu antidouleur, et dans certains domaines, on a vraiment besoin de ça, quoi. La vertu vasoconstrictive, c'est hyper intéressant, ça évite de se retrouver avec un énorme œdème et d'avoir les conséquences d'un œdème qui sont derrière. Okay, les attelles modelables, c'est des petites attelles en fait aluformes, vous pouvez prendre en charge un membre inférieur, qui font à peu près 90 cm, mais quand vous les prenez, bah, ça tient, ça fait la taille de mon clavier, quoi. Petit clavier, quoi. La taille d'un clavier, en termes d'épaisseur, c'est pas très grand et vous pouvez les modeler de manière justement à soulager de la douleur. D'accord, c'est pas du tout un geste médical non plus, hein. L'idée, c'est de soulager, notamment sur une entorse simple, peut-être une entorse de la main ou ce genre de choses, une entorse du poignet, et ben, ça soulage aussi. Okay, du sparadrap, vous l'aurez bien compris, c'est important. Sparadrap tissé, c'est vraiment le top, les tissés qui vont bien. Avec un gabarit, pas le 0,5, pas le 1 cm, vraiment le 3,5, le 3, 3,5. Comme ça, vous avez un bon gabarit, vous pouvez vraiment travailler avec un sparadrap assez solide. Okay. La couverture de survie, j'ai passé très vite sur les bandes et les attelles. Les bandes, la bande crêpe, vous comprendrez bien qu'il en faut 3-4, c'est assez idéal. Une écharpe pour faire justement un maintien du membre supérieur. En cas de potentiellement luxation, fracture, entorse, ça vraiment ça soulage bien la douleur. C'est top. Qu'est-ce qu'on a dit? La couverture de survie, le marqueur, la fiche blessée. On pourrait rajouter vraiment beaucoup de matériel, mais l'idée c'est de rester sur du matériel qui soit compact, qu'on puisse utiliser facilement et qui soit efficace, qui vont vraiment nous rendre service. Et après, on pourrait rajouter un matériel qu'on n'a pas forcément tous non plus. Ça sera un DAE qui est beaucoup plus coûteux, mais voilà, maintenant, en fonction de l'endroit où vous êtes, des DAE, il y en a un petit peu partout. Si vous êtes en milieu urbain, vous allez en retrouver vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous êtes en milieu un petit peu moins urbanisé, ça peut se réfléchir. D'accord. Après, encore une fois, ça engage un certain montant financier. Donc voilà pour la partie matérielle. Eh bien, on a une question concernant le matériel. On a Annie qui demande si ces ciseaux sont suffisants pour couper la ceinture de sécurité. Oui, complètement. Complètement, ouais, carrément. Ouais. Je vois une petite chose. Ouais. Ça coupe, je vous dis, ça coupe une chaussure en cuir. Sans aucune difficulté, ça coupe. Bon, alors là, j'ai un petit modèle parce que j'ai pris le petit modèle. Vous avez un modèle qui est un petit peu plus grand, donc en tout cas avec les mâchoires du ciseau qui sont un peu plus grands, d'accord, avec justement aussi les inserts de doigts qui sont plus grands et plus larges en fonction de votre gabarit. Et ils sont très efficaces, vraiment très, très efficaces. Très bien. Y a-t-il d'autres questions concernant le matériel avant qu'on clôture ce webinaire? On a un peu passé tout en revue au fur et à mesure. C'est vrai que ça a été assez interactif. Il y a Pacôme qui nous demande s'il y a un intérêt d'avoir des colliers cervicaux. Collier cervical, ça peut effectivement tout le temps servir. L'idée, ça serait quand même d'avoir un collier cervical réglable, d'accord, qu'on aille un petit peu sur du taille collier cervical adulte dans tous les sens. Néanmoins, c'est vraiment dans un second temps. Gardez quand même à l'esprit que le collier cervical, c'est pas une priorité tant que vous n'avez pas évalué les fonctions vitales. Mais oui, ça peut être intéressant. L'avantage aussi de ces petites attelles que vous avez, les attelles oranges là, que vous voyez, qui s'appellent les attelles Sam Splint, si vous le modelez, vous pouvez faire aussi un collier cervical de fortune. Ça peut être très très bien. Et qui, pour le coup, est voire même peut-être plus efficace que le collier cervical de certaines manufactures. Et il y a Florence qui a une question pertinente, on ne l'a pas détaillée. Elle demande c'est quoi le DAE? De quel acronyme s'agit-il?
Le défibrillateur automatisé externe. En fait, c'est le défibrillateur qu'on va mettre sur les arrêts cardio-respiratoires. Alors, avant, on parlait de DSA, semi-automatique. Maintenant, c'est du DAE, automatisé externe. Pourquoi? Parce que vous avez un guide à la voix qui vous accompagne pour le mettre en place. Voilà pour notre petit séminaire qui touche à sa fin. touche à sa fin, effectivement. En tout cas, je suis ravi d'avoir eu autant de participation. J'espère que j'ai pas fait trop peur à certaines personnes et j'espère en avoir rassuré d'autres. Clairement, si vraiment vous voulez porter assistance, n'hésitez pas. D'accord, n'hésitez pas. Ne serait-ce que par la volonté, vous allez faire quand même pas mal de choses. Le moindre geste est important dans ce genre de configuration, parce qu'encore une fois, on a des déserts médicaux, on a aussi des surcharges de secours à certains moments. Et si vous vous retrouvez dans une situation sanitaire exceptionnelle, par exemple, toutes les petites mains seront vraiment intéressantes à utiliser et les quelques connaissances que vous avez seront assez intéressantes, quoi. N'hésitez surtout pas à porter assistance. Très bien, écoute, merci beaucoup Mickaël pour cet exposé. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Il y a beaucoup de remerciements qui apparaissent et il y a également des réflexions intéressantes, notamment sur le damage control. Alors, ça me permet de faire le lien avec un projet qui est en préparation pour 2023, qui sera un projet pluripro et dans lequel on abordera le damage control. On reviendra sur ce qu'on a vu ce soir avec le protocole MARCH. Ce sera un événement. Donc, vous serez tous informés lorsque cet événement sera planifié et vous aurez la date quand elle sera fixée. Si cela vous intéresse, vous pourrez vous inscrire. Il n'y aura pas de souci. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis sur cette soirée via l'enquête de satisfaction. Si vous avez des idées, faites-nous en part également ou des envies de nouveaux webinaires. Laissez des commentaires. Ils seront tous lus et tous retenus avec beaucoup d'attention. Nous vous souhaitons une très bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Et merci Mickaël. Pour votre attention.